C'est la dernière annonce tonitruante de Donald Trump. Le président américain a fait savoir sa volonté de détricoter l'arsenal législatif qui permettait de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans son pays. Si elle est finalisée, l'annonce d'aujourd'hui sera la plus grande annonce de dérégulation des États-Unis. Un projet qui fait écho à ce qu'il se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Les Européens se sont engagés à acheter davantage de gaz et pétrole américain, suscitant la crainte des écologistes du vieux continent. Ils craignent l'enterrement du Green Deal censé hâter la transition écologique. En France aussi, des mesures en faveur de l'environnement sont retoquées. Coup de rabot donné à MaPrimeRénov', assouplissement de l'extension des élevages intensifs ou encore fin des zones à faible émission qui limitaient la circulation en ville. En 6 mois, le réseau Action Climat, dont fait partie Greenpeace, a dénombré, je cite, plus de 43 reculs environnementaux en France. On voit clairement qu'une partie de l'hémicycle, de la droite à l'extrême droite et une partie du centre est en train de se trumpiser. Et on voit bien que oui, effectivement, on passe au-dessus des avis des scientifiques, on passe au-dessus des processus démocratiques. Face à ce qu'ils assimilent à des reculs environnementaux majeurs, certains citoyens s'organisent. Comme ici, aux abords du chantier de la 69. Une mobilisation citoyenne qui a culminé avec le mouvement contre la loi du plomb et la pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Ce qui nous donne encore plus de courage qu'avant, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie unité, d'où qu'on vienne, quelles que soient nos provenances, pour refuser ce qui serait vraiment une régression stupide. Alors, assiste-t-on à un retour de bâton écologique? L'écologie lasse-t-elle les politiques et pourquoi? La société civile peut-elle servir de rempart? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Yvan Couronne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef, Avenir de la planète pour l'AFP. Selon vous, le pic de mobilisation mondiale pour l'écologie que l'on a connu dans les années 2020 est en train de retomber en raison de la crise économique et énergétique. En France, dites-vous, le mouvement Jeunes pro-environnement ne suffit pas à contrer les projets anti-écologiques. À vos côtés, Jérôme Guibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président honoraire de la Fabrique écologique. Votre livre, Le grand malentendu climatique, est paru aux éditions de l'Aube. Alors, selon vous, la France recule sur les questions environnementales ou, en tout cas, dites-vous, n'avance pas au rythme nécessaire. Pourtant, les sondages montrent que l'écologie reste une préoccupation forte des Français et cela se traduira probablement lors des élections à venir. Et puis, Marie Chureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste pour l'écologie et la justice sociale. Selon vous, il y a une dissonance entre les attentes des Français et les reculs environnementaux. Les citoyens sont devenus, dites-vous, un contre-pouvoir important et parfois plus compétent sur les questions scientifiques et juridiques. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et un mot, on va dire, particulièrement complexe, et j'ai envie de vous dire bon courage ce soir. je vais y aller. C'est endangerment finding. Bravo. Bon, en bon français, ça donne quelque chose comme conclusion de mise en danger, des mots pour définir un ensemble de preuves scientifiques qui sert de base légale depuis 2009 à l'Agence américaine de protection de l'environnement pour réguler les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Eh bien, hier, Donald Trump a donc annoncé vouloir abolir ces réglementations. Yvan Couronne, on n'a pas vu les Américains descendre par milliers dans la rue pour s'insurger contre cette déclaration, cette volonté du président américain. Est-ce à dire que l'écologie n'intéresse plus personne et partout dans le monde? Pas plus que quand Donald Trump a signé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Pas plus que quand il a réautorisé des gisements pétroliers et gaziers, y compris dans des zones protégées. Pas plus que quand il stoppe ou il suspend des projets d'énergie renouvelable ou solaire, y compris dans des États qui ont voté pour lui. Donc non, il n'y a clairement aucun mouvement fort, en tout cas de l'opinion américaine. Ouais. C'est-à-dire quoi, même chose? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile, on en parle, on va en parler justement de cette société civile française, ne s'est pas du tout mobilisée, finalement, ne s'intéresse plus à ce que pourraient faire aujourd'hui les politiques, quelle que soit la décision? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la société civile, elle est de plus en plus organisée, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs phases. Par exemple, moi, je me suis mobilisée pendant les marches pour le climat. Je faisais partie des des jeunes qui organisaient. Et en fait, avant cette période-là, on réservait l'écologie plutôt aux ONG. C'était plutôt les ONG, les associations qui se mobilisaient sur l'écologie. Ensuite, après 2019, il y a eu un peu un sursaut aussi où il y a d'autres personnes qui se sont mobilisées sur ces questions-là, et notamment, du coup, les jeunes pour le climat. Et je trouve là qu'on est dans une nouvelle période où, en fait,
tout le monde se saisit de ces questions-là. Je pense par exemple du coup à cette pétition contre la loi Duplon qui a été lancée par une étudiante. Qui a été lancée par une étudiante. Alors évidemment que les mobilisations contre la loi Duplon ont été portées par des ONG, mais le fait qu'une étudiante toute seule se lance une pétition, je trouve que ça assez éloquent. Et puis par ailleurs, on voit aussi énormément de collectifs qui se mobilisent partout en France contre des destructions environnementales. Des collectifs qui se mobilisent et pourtant ZFE, mise en cause des aides à la rénovation thermique, réintroduction d'un néonicotinoïde, on va y revenir, remise en cause du ZAN, zéro artificialisation nette. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de votes et de recul sur l'écologie. Comment vous regardez ça, Géraud Guibert ? Je crois qu'il y a vraiment une dissonance entre, d'un côté, les Français et les Européens, qui sont toujours convaincus qu'il faut agir sur le plan écologique et climatique, très largement, et par contre, une difficulté pour toute une série de gens, en particulier les plus modestes, mais aussi une partie de la classe moyenne, à accepter un certain nombre de mesures ou un certain nombre de dispositions de politique écologique qu'ils ne peuvent pas suivre. Je donne 2 exemples. On dit aux gens, il faut que vous bougiez, vous rouliez de manière propre. Ouais. Or, les gens, ils ont acheté leur maison à 30 km de chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils prennent leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et ils ne peuvent pas changer de voiture parce que ça coûte trop cher. Et donc, ils sont frustrés. Le deuxième exemple, on dit aux gens, il faut manger propre. Et encore faut-il avoir les moyens aujourd'hui de manger propre. Et donc, je pense qu'il n'a pas été assez pensé dans la transition écologique, et ça, c'est assez ancien, c'est depuis plusieurs décennies, il n'a pas été pensé ce lien entre la vie quotidienne, en particulier des plus modestes et d'une partie de la classe moyenne, et les objectifs de transition écologique. Alors, bien sûr, il y a ensuite la superstructure politique qui joue un rôle évident. On va parler de la politique dans un instant, mais Yvan Coronne, pour vous, quels ont été justement les reculs en matière de politique environnementale, notamment en France, qui ont été les plus marquants et qui ont marqué le plus l'actualité? Les ZFE, les zones à faible émission. Il y a 300 villes en Europe qui ont des ZFE. Pour empêcher les véhicules les plus polluants de circuler dans les villes. C'est des règles, il y a des tas de villes en Europe qui ont décidé d'interdire les véhicules les plus polluants, chacun un peu leurs règles, les diesels d'avant 2006, peu importe. Et certaines villes ont mis des péages. Londres a la plus grande ZFE au monde. Okay, ça coûte 12 pounds de rentrer dans Londres. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que la qualité de l'air à Londres est meilleure qu'à Paris? Et ça a sûrement aidé aussi, la ZFE de Londres. Donc il faut... Ça, pour moi, c'est un... Pour vous, ça a été plus marquant. Ça, c'est marquant. Oui. Ça, c'est vraiment important. Ça, et après, au niveau européen, il y a plein d'autres choses qui sont encore plus marquantes. Peut-être comment expliquer cette situation, c'est qu'en France, nous sommes un pays qui reste jacobin, et donc nous avons voulu faire des ZFE pour tout le monde, enfin pour les principales agglomérations, un peu avec le même format, etc., avec un accompagnement qui était lui aussi au niveau de l'État, mais qui en réalité n'existait pas ou très peu. Alors que la réalité, c'est qu'il faut que ce soit au niveau du terrain que ça se décide. Et du cas par cas. Au niveau et du cas par cas, y compris sur les dispositions pratiques et concrètes. Marie Chureau, sur les reculs sur ces 6 derniers mois, pour vous, quel est le plus marquant, quel est le plus impactant même, et qui montre bien ce recul sur les politiques environnementales? Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Effectivement, moi, la loi Duplon, je trouve que c'est un immense recul. Mais je pense aussi qu'on parle énormément de backlash et que la loi Duplon serait le symbole, le synonyme de ce backlash. En fait, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle un backlash. Pour moi, le backlash, il vient essentiellement des industries, des syndicats, du gouvernement qui ont en fait un intérêt à mettre en place des politiques anti-écologiques. Je pense par exemple à la FNSEA, alors même que la FNSEA, elle vient... syndicat agricole de France. Oui, exactement, premier syndicat agricole de France, et qui en fait, la FNSEA, elle ne représente qu'une infime partie des agriculteurs. La FNSEA, elle représente plutôt des céréaliers qui sont en fait les seuls agriculteurs qui vivent assez bien de leur travail. Mais la FNSEA vient dire que tous les agriculteurs de France ont besoin de l'arrêt des normes environnementales pour survivre. Or, la première revendication des agriculteurs de France, c'est plutôt une hausse de leurs revenus et un revenu qui leur permette de vivre. Et donc, en fait, je trouve que ce backlash, il est effectivement organisé, mais par les grandes industries, par le gouvernement, qui ont un intérêt à ça, mais qui n'est pas en fait partagé par l'essentiel des Français. Des agriculteurs qui se mobilisaient aussi contre les normes. Il y a beaucoup. Évidemment, mais c'est aussi parce que la FNSEA, derrière, récupère ce mot d'ordre-là. Je pense aussi aux mobilisations agricoles qu'il y a pu avoir l'année dernière, où en fait les premières revendications, dès le départ, dans les villages, dans les campagnes, c'était la hausse des revenus, et que la FNSEA est arrivée et a redirigé la mobilisation vers ce mot d'ordre-là, ce qui est absolument aberrant. Alors, Yvan Coronne, il y a quand même eu cette avancée, c'est le vote de la loi pour interdire les PFAS, alors dans certaines catégories d'objets. Est-ce que, justement, c'est une avancée et ça rééquilibre un peu quand même ces reculs que l'on vient de citer un à un?
Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience très très lente, très progressive des dangers de ce genre de particules. Des polluants éternels, pour le dire. On en a interdit quelques-uns, mais ailleurs dans le monde aussi, ça commence à naître. Il y a aussi un peu une mobilisation, une prise de conscience des plastiques, des microplastiques. La semaine prochaine, il y a une grande négo à Genève pour peut-être le premier traité contre la pollution plastique. Donc ça commence à bouger un petit peu. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste avant. Ce n'est pas un phénomène franco-français. Donc on peut parler de la structure jacobine, on peut parler de la FNSEA, mais en fait, vous regardez les voisins européens, ils ont un peu le même problème. La campagne électorale en Allemagne, donc zéro climat. Des européennes. Ouais, oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais, voilà, c'est un sujet. Enfin, les autres pays européens vivent la même chose que nous. En Allemagne, on a parlé sécurité, inflation, récession, immigration. Ils n'ont pas parlé climat. En 2021, la campagne précédente, c'était le summum de la mobilisation. Ça, c'est perdu. Et en 2019, on se souvient des élections européennes, en effet, où les écologistes avaient fait beaucoup de scores. Alors, on sait aussi, Jérôme Guibert, c'est la question qu'on peut se poser. En 2019, en effet, tout le monde se disait écolo. C'était incroyable, de droite comme de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une désertion du sujet par les politiques ? Alors, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le grand malentendu climatique », dont le cœur de l'argumentation, c'est de dire les élites ne font pas ce qu'il faut et ne font pas comprendre et n'agissent pas suffisamment pour que les citoyens puissent enchaîner, puissent valoriser un certain nombre d'initiatives qu'ils font. Parce qu'il se passe des choses sur le terrain. Des sujets, quoi. Parce qu'il se passe des choses sur le terrain. Et je pense que si les politiques sont dans cette situation, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience à quel point la transition écologique percutait l'organisation de la société. Oui. Ça percute très fortement l'organisation de la société sur les modes de déplacement, sur les modes d'habitat, sur les habitudes alimentaires, etc. Et donc, ce n'est pas tout à fait évident. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord tracer une perspective claire. Or, je trouve qu'on n'en a pas de perspective claire. Et d'autre part, il faut évidemment que derrière, les moyens, les outils soient adaptés à la situation de chacun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, alors on est en train de le dire, l'écologie politique perd du terrain, ne convainc plus. Et pour le député macroniste qui va suivre, eh bien, c'est en partie la faute du morcellement de l'Assemblée nationale. On écoute Pierre-Alexandre Anglade. Vous savez, depuis 2017, même si on a pu parfois entendre l'inverse, beaucoup de choses ont été faites par le président de la République. Et on constate depuis la dissolution, en réalité, depuis qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, une forme de recul mortifère sur les questions environnementales, sur les questions de biodiversité, de lutte pour le climat. Marie Chureau, aujourd'hui, la parole écologiste, elle a été récupérée par les populistes ? Non, je pense pas. Et je pense que c'est assez hypocrite de dire que l'écologie aurait déserté les rangs de l'Assemblée nationale, par exemple, à cause de la dissolution. Je pense qu'elle a... en fait, pour moi, c'est pas une désertion. Pour moi, c'est une clarification aussi du fait que, en fait, les macronistes qui s'érigeaient en grands sauveurs du climat, Emmanuel Macron, on se souvient, qui disait « Make our planet great again », qui a mis en place la Convention citoyenne pour, au final, trahir les 120 citoyens qui siégeaient dans cette convention. Et donc, je trouve que c'est assez hypocrite de tenir ce genre de discours. Je pense que l'écologie, aujourd'hui, peut-être qu'elle a perdu de la place dans les rangs de l'Assemblée nationale, aussi effectivement parce qu'il y a de plus en plus de populistes et de plus en plus de trumpistes, et c'est ce que disait la chargée de campagne de Greenpeace. Effectivement, il y a aussi, et je suis assez d'accord sur le fait que c'est un discours aussi planétaire, qui est porté par Trump et plein d'autres. Mais derrière, l'écologie politique, il ne faut pas la résumer à juste de l'écologie partisane. L'écologie politique, elle se fait aussi sur le terrain, et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a énormément de mobilisations qui ont lieu sur le terrain. Moi, j'étais il y a quelques jours à la mobilisation contre l'A69. Il y a énormément en fait, de personnes. Ça permet de mobiliser énormément de monde. Mais un mot tout de même aussi, Yvan Couronne, pour reprendre ce que disait Valérie Brochard à l'instant sur les populistes. On a vu tout de même, lors du vote pour la suppression ZFE, Rassemblement national, les Républicains et LFI ensemble pour voter ça. C'est-à-dire que là, on a une alliance populiste clairement contre aujourd'hui un projet environnemental donc sur les voitures les plus polluantes en centre-ville. Donc en fait, ça s'est vraiment fracassé là sur le mur du populisme. C'est pas un mot que j'emploierais là, je sais pas. Mais en revanche, ça se fracasse. Je pense un des arguments, c'est un peu, je reprends ce que vous disiez, ça coûte cher. De racheter une voiture électrique, etc. Donc mais ça, encore une fois, c'est un problème qu'on a partout. Mais bon, après, tout n'est pas noir, en fait. On vend beaucoup plus de voitures électriques en Europe aujourd'hui
qu'il y a un an. C'est un quart de plus, c'est 15% de part de marché. Enfin, il y a des choses qui avancent aussi. Justement, les choses qui avancent ou pas, en tout cas pour les Français, avec vous, Julia, parce que les Français, eux, sont de plus en plus inquiets justement du changement climatique. Oui, Jean-Mathieu, 4,2 millions de Français se disent éco-anxieux selon une récente étude de l'ADEME. Et parmi eux, 420 000 présentent même un risque de dépression ou de troubles anxieux. Alors, qui est touché ? Eh bien, en moyenne, plutôt les femmes et les jeunes, mais les hommes sont plus susceptibles de développer des formes sévères d'anxiété. De même, si vous êtes diplômé, que vous vivez en Île-de-France ou dans une grande agglomération, vous avez plus de risques de devenir éco-anxieux. Et figurez-vous que ce sont les agriculteurs et les exploitants qui sont les plus touchés par ce trouble, et à l'inverse, les retraités sont les plus épargnés. En tout cas, cette détresse face au changement climatique peut avoir des impacts concrets dans la vie quotidienne. Par exemple, parmi les Français qui ne veulent plus d'enfants ou ne veulent pas d'enfants, 31% disent que c'est lié à la situation environnementale, ne pas faire d'enfants ou pourquoi pas changer de métier. C'est le cas d'un pilote qui, après avoir passé 20 ans chez Air France, il a décidé de démissionner dans un post sur LinkedIn qui est devenu viral. Il raconte, je cite, « Brûler des milliers de litres de kérosène à chaque fois que j'allais travailler, je n'y arrivais plus ». Géraud Guibert, est-ce que ces reculs environnementaux, est-ce que finalement, ils ne vont pas à contre-courant de la population française ? Si, ils vont à contre-courant. Vous citiez les agriculteurs. Ce qui est très frappant, c'est de constater, ce sondage est très, très intéressant, parce qu'en effet, ils sont très largement touchés par le changement climatique, par les cancers liés aux pesticides, par beaucoup de choses. Et donc, je pense il faut bien avoir conscience que l'agriculture est d'abord très diverse. Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans le débat sur la loi du plomb, c'est que le principe de précaution doit s'appliquer. Je reconnais que la science n'est pas complètement claire sur ce sujet, mais le principe de précaution doit s'appliquer. Et surtout, on nous dit que les normes européennes ne sont pas encore à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on attend pour fixer en effet une norme d'interdiction, mais compenser pour les agriculteurs cette interdiction ? Je pense que ce serait une vraie logique d'accompagnement intéressante, alors qu'on est dans un débat, il faut interdire ou il ne faut pas interdire, mais si on disait on interdit, mais on compense, en tout cas pendant les quelques années où ce n'est pas une norme européenne, on compense le manque à gagner que peuvent avoir certains agriculteurs, je pense que ce serait une démarche positive et intéressante. Mais comment expliquer justement, Marichaud, cette contradiction ? Est-ce qu'on a vu en effet, vous le disiez tout à l'heure, cette mobilisation impressionnante autour de la loi du plomb, plus de 2 millions de signataires, et en même temps, c'est les mêmes Français qui continuent à acheter du diesel sans problème, des voitures diesel. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non, je pense que c'est pas contradictoire. Je pense que on a tendance à on a tendance à résumer l'écologie à des gestes individuels. En tout cas, c'est ce que le gouvernement veut nous faire faire, en parlant par exemple des ZFE, en parlant des voitures électriques qu'il faudrait qu'on achète. En fait, tant qu'il n'y aura pas une vraie prise en compte de l'écologie comme un problème social et qu'il n'y aura pas un vrai investissement de l'État en fait, dans la transition écologique, par exemple là dans le budget de 2025, il y a 2 millions, ou 2 milliards, pardon, 2 milliards ça me paraît plus pertinent, 2 milliards d'euros qui ont été coupés dans les fonds qui sont dédiés à la transition écologique. A priori, le budget 2026 ne va pas non plus aller dans le bon sens. Et donc en fait, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience qu'il faut prendre ce sujet-là comme un sujet global et pas résumer ça à juste des petits gestes ou des gestes individuels pour les Français, en fait, on ne pourra pas avoir de changement. Il faut refonder complètement la façon dont on fonctionne en France pour pouvoir intégrer la transition écologique, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et pour autant, Yvan Couronne, est-ce qu'on peut comprendre quand même qu'on puisse aujourd'hui opposer fin du monde et fin du mois? C'est-à-dire que c'est ce qu'on redit au-delà des comportements individuels, c'est-à-dire qu'on comprend bien que ce soit pour le diesel et pour plein d'autres sujets, même chez les agriculteurs aussi, le côté économique prennent le pas sur le côté écologique. Oui, en fait, il ne faut pas croire que la transition énergétique, c'est pas cher, c'est immédiat, c'est rapide, c'est sans douleur. Ça coûte cher au départ. Ça fait gagner beaucoup d'argent à la fin. Parce que si vous voulez vivre dans votre appartement non isolé par 45 degrés dans les canicules de 2030, ça va tuer beaucoup de monde, ça va coûter très cher. Et là, on parle des pays riches, on ne parle même pas des pays pauvres, où là, il y a des besoins d'investissement énormes et des catastrophes. Donc oui, ça coûte cher. C'est nécessaire, et voilà, malheureusement, il y a beaucoup d'argent à dépenser maintenant, c'est vrai. Mais Géraud Guibert, est-ce que finalement, dans cette pétition et dans cette mobilisation contre la loi du plomb, il y a deux volets, il y a le côté environnement et le côté santé. Est-ce que ce n'est pas davantage le côté santé qui mobilise ? Moi, je suis convaincu, mais je plaide depuis très longtemps, que l'angle santé, la préoccupation santé des Français est essentielle pour la transition écologique. Parce que dans tous les domaines,
quand vous argumentez sur la santé, mais à partir de données objectives, il y a des données objectives, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. À partir de données objectives, que les gens sont concernés sur leur santé, je vois l'appel quand même des médecins sur la loi du plomb, etc., qui pèse quand même très lourdement. Bien sûr. Et je pense que beaucoup de sujets de transition écologique sont des sujets aussi de santé publique et de prévention. Et donc, c'est très important de montrer qu'en effet, à partir du moment où vous investissez dans la transition écologique, et je reviens sur ce que vous disiez, eh bien, vous gagnez de l'argent en termes ensuite de sanitaire et en termes de santé publique, et vous gagnez de l'espérance de vie, évidemment, aussi. Donc, c'est très important. Allez, grâce à nos archives, on va remonter en 2018, à la fin de cette année, une pétition déjà contre l'inaction climatique de l'État français rencontre un succès considérable. C'est une mobilisation citoyenne sans précédent. On l'appelle l'affaire du siècle. Des personnalités qui s'engagent, des associations qui unissent leurs forces, une pétition à plus de 2 millions de signatures. Et aujourd'hui, une plainte déposée contre l'État français, accusé de ne pas tenir ses engagements en matière de protection de l'environnement. Voilà, Marie Choreau, ça a marqué forcément l'affaire du siècle, une pétition qui est parvenue à faire reconnaître la responsabilité de l'État dans la crise climatique. Ça veut dire que les mobilisations citoyennes, là, peuvent payer ? On voit avec ça. Je pense qu'elles peuvent payer, en tout cas symboliquement. Je pense que c'était un moment fort de montrer que oui, la justice reconnaissait que l'État était coupable d'inaction climatique. Moi, je m'interroge quand même sur la portée de cette décision désormais, sachant que l'État a été condamné à juste 1 euro de dédommagement symbolique auprès des ONG. Mais ça reste quand même un moment fort et ça vient aussi faire un lien avec la décision de la Cour internationale de justice. Oui, c'est ça. Cour internationale de justice qui a eu lieu cette semaine, je crois. C'est ça. Et donc voilà, ça montre que derrière, on peut se saisir de la justice. Moi, je trouve que du point de vue, en tout cas, des mobilisations locales, la justice, c'est vraiment un levier qui est hyper important pour les militants. Ça montre aussi que on peut peut-être pas espérer des politiques d'adopter des nouvelles lois, mais en tout cas, on peut utiliser la justice pour contraindre l'État ou pour éviter des destructions environnementales. Et c'est vraiment un enjeu, un levier qui est vraiment très utilisé aujourd'hui. C'est juste une chose pour la Cour internationale de justice, ce sont des étudiants du Vanuatu qui ont porté plainte sur la responsabilité des États contre le dérèglement climatique. Oui, et est-ce qu'on n'est pas, encore une fois, dans le symbole, Monsieur Guibert ? Écoutez, moi je pense que le droit c'est très utile pour mobiliser. Je ne suis pas totalement convaincu que ça permet de déboucher sur des politiques climatiques vraiment fortes. Okay. Et l'affaire du siècle en est un exemple. Exactement. Par contre, quand il s'agit d'un sujet concret, par exemple la 69 ou par exemple les pesticides, là à ce moment-là, ça peut jouer un rôle. Et la loi du plomb, il y aura un débat sans vote. Il y aura un débat sans vote, on paye la situation politique qui est de l'Assemblée nationale, mais je pense que moi, ce n'est pas fini. Et je pense que moi, j'espère par exemple qu'à la rentrée, il y aura une grande manifestation sur la loi du plomb. Je pense, il y a le Conseil constitutionnel, je ne suis pas sûr que ça donnera un résultat positif, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau, qu'il y a évidemment... Et encore une fois, je dis, je ne comprends pas que dans le débat public, et peut-être que vous pouvez y contribuer, on ne pose pas la question, d'accord, on vous met en même situation de concurrencer les autres pays européens, en vous compensant la difficulté que vous avez. Et bien vous avez posé la question justement ce soir. Yvon Courant-Voyer, ne pas être forcément... Oui, en fait, un signe, les militants du climat, donc il y a eu la grande mobilisation, Greta Thunberg, le travail formidable de Greta Thunberg, les années 2018-2019, beaucoup d'engagement d'État. C'est à l'époque, tout le monde veut être neutre en carbone, tout le monde fait des promesses, les États, les entreprises. Et puis c'est retombé depuis la crise énergétique 2022. Et il y a une frustration des militants du climat, au moins au niveau international, qui vont maintenant devant les tribunaux. Et là, ça bouge. Alors, c'est un tribunal local, un tribunal national, et maintenant des cours internationales. Et là, la plus haute juridiction internationale, la Cour internationale de justice, a pris une décision que personne n'attendait contre les combustibles fossiles. Qui sait quel effet, quelles répercussions ça pourra avoir. Alors, c'est pas demain, mais... ça existe. On suivra ça avec attention. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre sur le plateau de 28 minutes.